Juin 1940, Hitler envahit la France. C'est la débâcle. L'armée et la nation fuient l'invasion des troupes allemandes. En quelques jours, les Allemands sont à Paris et Pétain, le chef du gouvernement français, propose aux Allemands l'armistice. Avec l'armistice, la France s'est coupée en deux par une véritable frontière intérieure, la ligne de démarcation, avec d'un côté la zone occupée et de l'autre la zone libre. Alors que sa victoire sur l'armée française est écrasante, pourquoi Hitler impose-t-il cette ligne de démarcation alors qu'il pourrait facilement occuper toute la France? Pour Hitler, la priorité est d'occuper tout le littoral ouest de la France afin d'empêcher les Anglais de débarquer. Car eux ont décidé de résister coûte que coûte. Autre nécessité pour Hitler, faire main basse sur les richesses économiques du pays, qui sont essentiellement situées dans le nord. Le reste de la France ne l'intéresse pas. Hitler voit même un avantage certain à laisser les zones non stratégiques de la France sous l'administration du seul gouvernement de Pétain. En contrepartie, le gouvernement français s'engage à collaborer avec les autorités militaires allemandes. En donnant ainsi un os à ronger aux hommes politiques français, Hitler évite la création d'un gouvernement français en exil. Gouvernement qui pourrait rallier la marine française, qui est à l'époque parmi les plus puissantes du monde. Au soir du 22 juin 1940, le tracé précis de la ligne de démarcation est donc imposé au gouvernement français. Traversant la France sur 1200 km, cette ligne coupe le pays en deux. Au nord et sur les côtes atlantiques, une zone occupée par l'armée allemande. Au sud, la zone non occupée, où siège le gouvernement français de Pétain, installé à Vichy. Les conséquences du partage de la France en deux sont dramatiques. Bien plus qu'une limite militaire imposée par un traité, la ligne de démarcation va être un outil de chantage au service des Allemands. Les Allemands occupent la partie la plus riche du territoire. Ils ont entre leurs mains presque toutes les grandes usines et contrôlent la quasi-totalité de la production d'acier. Les ressources naturelles ne sont pas épargnées. Les 3/4 du charbon et de la production céréalière passent sous contrôle allemand. La France non occupée ne représente qu'un tiers du territoire national. Sa seule richesse est le vin. Autant dire que les Allemands peuvent l'asphyxier à tout moment en bloquant les échanges entre les deux zones. Hitler va souvent utiliser cette menace pour obtenir ce qu'il veut du régime de Vichy. Le chef de l'État va s'entretenir de la reconstruction de l'Europe avec le Führer. L'État français de Vichy n'est qu'un État fantoche, sans réel pouvoir, qui va s'enfoncer dans la collaboration avec les nazis. Le vainqueur de Verdun ici rend la France à la vie européenne. Il a donné aux Français le droit d'espérer. Symbole de l'arbitraire du vainqueur, la ligne de démarcation n'est pas un simple trait sur une carte, elle a une réalité matérielle qui va gêner considérablement les Français. Le dispositif allemand se met en place très rapidement. Des herses, des barbelés, des guérites pour le contrôle des passages. Cependant, ce dispositif n'est en vigueur qu'au carrefour routier, sur les ponts, à l'entrée des villes et des villages. Dans les champs, les vignes, des poteaux espacés tous les 200 mètres symbolisent la limite entre les deux zones. Des familles sont séparées. Le seul courrier autorisé entre les deux zones est une carte postale pré-imprimée sur laquelle on doit cocher des cases. Les coups de téléphone sont étroitement surveillés. Pour passer d'une zone à l'autre, il faut un laissez-passer, un Ausweis délivré par les Allemands, ou tenter de la franchir clandestinement. Mais dans ce cas, on risque la déportation dans les camps de concentration nazis. Malgré cela, de nombreuses personnes tenteront de passer clandestinement en zone libre pour essayer d'échapper aux Allemands. La ligne de démarcation n'était pas si infranchissable que cela, il suffisait d'éviter les patrouilles et de bien connaître le terrain. Très vite, des Français habitant près de cette ligne vont se transformer en passeurs. Pendant l'été 1940, ce sont surtout les soldats de l'armée française en déroute qui tentent de franchir la ligne pour rejoindre la France non occupée. Mais quelques mois plus tard, tous les Juifs de la zone occupée par les Allemands doivent se faire inscrire sur des registres. Grâce à l'administration française,
un fichier juif est constitué, première étape d'une persécution impitoyable. Pour bon nombre des familles juives, la ligne de démarcation apparaît comme la porte de la liberté, la possibilité de fuir à l'étranger. Beaucoup de ces candidats au passage doivent leur salut à des passeurs anonymes, hommes et femmes, qui trompent par tous les moyens la surveillance des Allemands. D'autres ont moins de chance. De faux passeurs les dépouillent de leurs biens et leur indiquent ensuite une fausse route qui mène tout droit aux Allemands. Très vite, la zone libre devient une illusion. À partir de 1941, la police française arrête les Juifs et organise des rafles, y compris dans la zone non occupée par les Allemands. Pire, quelques mois plus tard, c'est à l'initiative du gouvernement français que les enfants juifs de moins de 16 ans sont inclus dans les rafles de la police française. En novembre 1942, les Américains débarquent en Afrique du Nord. Trois jours plus tard, Hitler ordonne à ses troupes d'envahir la zone libre. Il craint un débarquement des Alliés sur les côtes méditerranéennes. Grâce à la ligne de démarcation, Hitler a laissé espérer à la France un régime de faveur. En fait, il entraînera ainsi l'État français dans l'engrenage de la collaboration. Au revoir, à la semaine prochaine.